Alors bonsoir tout le monde, immense plaisir pour moi de vous accueillir ici ce soir. Beaucoup de gens que je n'ai pas vus depuis longtemps, beaucoup de gens qui ne se sont pas vus entre eux depuis longtemps. Alors c'était vraiment chouette de voir les gens s'embrasser, se prendre dans les bras. On ne faisait plus comme pendant si longtemps un pas en arrière quand on voyait quelqu'un. Là on faisait un pas en avant. Alors ça pour moi, quelqu'un qui se nourrit de l'énergie des autres, c'est vraiment merveilleux. Et c'est un peu l'objet de notre soirée ce soir, c'est vraiment de parler de ce retour au bureau dans cette période. Moi, je l'appelle post-pandémique parce que je pense que peu importe les sursauts ou les soubresauts qu'on va vivre, on ne va plus se retrouver dans une situation aussi alarmante. Enfin, je ne travaille pas à l'OMS, mais bon, c'est mes prévisions de Dr Coetzee. Et en fait, la raison pour laquelle j'ai eu envie d'organiser cet événement avec nos partenaires de Cominard, c'est que on est en train d'entendre de plus en plus de conflits, de perceptions par rapport à ce que c'est que le travail hybride, de ce que ça apporte aux uns, aux autres, et comment faire pour réconcilier le tout. Comment on fait pour s'assurer que, d'une part, les personnes qui sont en quête d'équilibre vie professionnelle, vie familiale, puissent effectivement continuer à bénéficier de tout ça, mais en parallèle, comment on fait pour s'assurer que les entreprises puissent mener leur mission à bien. Comment est-ce qu'on protège la culture d'entreprise? Comment est-ce que la cohésion d'équipe, l'esprit d'équipe, l'innovation, tout ce qui se fait, même les blagues entre collègues, comment est-ce qu'on fait pour que ça continue à exister? Et c'est sûr qu'il y a des personnalités qui sont différentes. Il y a des gens qui sont plus introvertis, qui vont être plus heureux de travailler de chez eux. Puis il y a des gens comme moi, qui ont besoin de l'autre, qui ont besoin d'être entourés, qui sont tellement contentes de croiser les collègues. Et moi, je suis une de ces personnes-là, parce que quand je suis au bureau, je suis comme une sauterelle, je parle à tout le monde, puis j'ai des idées. Et des fois, quand je donne mes idées à haute voix, tu dis n'importe quoi. Et pour que je me dise, ah, ok, eh bien, je vais penser autrement. Toute seule, honnêtement, je suis toujours, mais 100% d'accord avec moi-même. Ça ne nous avance pas beaucoup. Alors voilà, donc écoutez, sans plus tarder, parce que je ne veux pas non plus trop voler le punch du panel incroyable, sachez que c'est une discussion tout à fait informelle. Sachez que notre objectif, c'est de vous aider dans votre réflexion aussi. Et puis, on va peut-être être d'accord, peut-être pas toujours d'accord, mais l'idée est vraiment qu'on amorce ce débat que je pense important, surtout dans une période de pénurie de talent comme on est en train de moment. Et puis voilà, vous êtes le premier panel de discussion en présentiel de la gouvernance au féminin. On a tenu 2 galas, un à Montréal au mois de septembre, un à Toronto au mois de mai. Plusieurs personnes y étaient. Gros succès de nos galas. Mais là, on reprend le chemin des panels un petit peu plus informels. Donc sans plus tarder, je vais demander à mes super panélistes de venir me rejoindre sur scène. Alors je vais commencer par Sandra Lécuyer, qui est chef culture et marque de Cominard. Suivie de Julie Dubé, associée et vice-présidente exécutive LG2. Je vais vous demander de retenir vos applaudissements, tout le monde sur scène, ça ira plus vite. Emmanuel Legault, PDG du Palais des Congrès de Montréal. Bon, t'as des fans. Et finalement, Carl Blackburn, PDG du Conseil du patronat du Québec. Voilà, votre panel. Alors, merci à vous d'avoir accepté de vous prêter à ce jeu, parce qu'évidemment, vous êtes des personnes extrêmement occupées, vous êtes des personnes qui êtes très sollicitées, et je suis heureuse que ce sujet a vraiment résonné avec vous. Puis, pour tout vous dire, Sandra a été un peu de tout ça avec moi. Sandra et moi, on se connaît depuis peut-être 20 ans, mais nous sommes les nouveaux locataires de Cominard. Alors, nous sommes ici depuis peut-être 5 mois, quelque chose comme ça, très heureux d'habiter au 9e étage de cette tour avec une vue imprenable sur la montagne. Et puis, en se parlant avec Sandra, je disais, je ne peux pas croire qu'il y a des jours où c'est normal, les vendredis, il n'y a personne, bon, c'est correct, mais est-ce qu'on pourrait au moins convenir d'attirer un petit peu plus de gens au centre-ville? Et c'est un peu comme ça que l'idée est née. Donc voilà. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet sans plus tarder pour vous donner un peu une idée du déroulement. Donc, on va faire un panel peut-être 25, 30 minutes, 35 minutes, s'ils ont des points intéressants ou s'ils sont boring.
Ensuite de ça, vous voyez, il y a un micro là-bas. Vous serez invité à venir poser vos questions. Et encore une fois, si vous avez des questions pertinentes, ça durera plus longtemps. Puis sinon, vous passerez au cocktail. Donc voilà. Alors, j'aimerais d'abord commencer par parler justement de ces différences qu'on voit entre les gens qui préfèrent être à la maison, ceux qui préfèrent être au bureau, ceux qui préfèrent entre les deux, le travail hybride, et ce que les politiques d'entreprise nous dictent. Donc, dites-moi, chacun d'entre vous et chacune d'entre vous, vos entreprises, quelles sont les politiques que vous avez implantées et comment est-ce que les employés ont réagi? Parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Hein. Vas-y, allez, on laisse la place à l'homme. Pourquoi pas? Je suis à ta gauche et tu me regardais. D'abord, je vais installer un petit peu mieux. Je pensais que j'avais 30 minutes pour moi seul. Je suis désolée de te décevoir. Non, c'est une blague. D'abord, au Conseil du patronat du Québec, premièrement, Caroline, je suis extrêmement heureux de me retrouver avec vous ce soir. Je suis allé au gala ici à Montréal et de pouvoir participer à cet événement. Je pense que c'est important, puis on a tous besoin de se retrouver entre nous. Tu es une petite bébête à personne. Je t'annonce que je suis aussi une petite bébête à personne. Alors, c'est extrêmement plaisant d'avoir l'occasion de se rencontrer. Nous, ce qu'on a fait au Conseil du patronat concernant, entre autres, la situation dans laquelle nous avons tous été projetés en mars 2020. D'abord, on a travaillé très fort à élaborer un guide qui allait nous accompagner pour la partie télétravail. Parce qu'on peut bien dire qu'on va faire du télétravail, mais ça veut dire quoi? En termes de santé, en termes de sécurité, en termes de mobilier, d'équipement, etc. Alors, on a travaillé à bâtir une politique qui allait pouvoir nous guider à l'intérieur de l'implantation du télétravail qu'on faisait. On a été également, je dirais, aux premières loges pour conseiller le gouvernement du Québec. Parce qu'à ce moment-là, dès le début de la pandémie, il y avait une forte pression du côté syndical pour passer tout l'environnement du télétravail dans une loi et définir exactement comment le télétravail devait fonctionner. Alors nous, ce qu'on préconisait, c'était plutôt d'aller de l'avant avec une politique, avec un cadre qui allait nous permettre de nous adapter, de nous ajuster, parce qu'on le sait que c'est là pour rester, mais en même temps, il y a aussi beaucoup d'ajustements puis d'adaptations, et le mot le plus souvent entendu jusqu'à maintenant, c'est la flexibilité. Alors, le gouvernement est allé de l'avant avec une politique. Nous avons bâti un guide qui nous sert de politique également, et on a profité à l'intérieur de nos locaux parce qu'on avait une capacité, avec notre bail, de pouvoir le réouvrir et soit réduire les espaces de bureaux. C'est ce que nous avons fait. Nous avons un espace de moitié. Par contre, les salles que nous avons gardées, c'est pour favoriser les échanges, le travail d'équipe, parce que je sais qu'on va parler tout à l'heure de culture d'entreprise, mais nous, on pensait que c'était important d'avoir la capacité pour les travailleurs, les collègues de travail, de se regrouper ensemble, d'échanger. Donc, on a investi beaucoup dans la technologie et dans les espaces de travail pour favoriser les échanges, tout en préconisant une grande flexibilité en ce qui a trait à la présence au bureau, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 jour. On laisse ça vraiment au libre choix. Et j'aurai l'occasion un peu plus loin de vous dire un peu moi comment je me comporte là-dedans, parce que souvent, il y a des biais qui s'installent et je ne voudrais pas créer de mauvaises perceptions. Alors, on va s'assurer d'avoir les choses les plus précises possibles. Alors, merci. Tu viens de toucher un point tellement important, mais on ne va pas tout de suite plonger là-dedans, mais les biais inconscients, c'est définitivement pour moi un des éléments à garder en tête dans cette situation. Emmanuel, comment ça se passe au Palais des Congrès? Nous, on a eu quand même des bonnes conversations en comité de direction, à savoir est-ce qu'on souhaite mettre en place des politiques de retour au bureau, est-ce qu'on souhaite imposer un 2 jours, un 3 jours. Il faut dire aussi que le 2 tiers des équipes sont des gens qui travaillent à l'événement, fait qu'ils n'ont pas le choix d'être au bureau. Mais l'autre tiers, on s'est dit, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, on a préféré avoir une approche beaucoup plus flexible et à l'écoute, dans le fond, de ce que les gens souhaitaient à cette étape-ci. Est-ce que c'est parfait? Ce n'est pas parfait du tout pour nous actuellement, parce ce qu'on essaie de faire, c'est de voir qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Je suis à peu près convaincue que tout le monde va dire que le lundi et vendredi, il n'y a personne au bureau. Puis ce bout-là, je ne le comprends pas. J'avoue, là, entre rentrer lundi, mardi, mercredi, ou mardi, mercredi, jeudi, dans ma tête, à moi, ça ne fonctionne pas. Mais c'est sûr que le lundi et vendredi, il n'y a jamais personne. On s'est vraiment mis dans une posture d'écoute et de s'adapter, de prendre des décisions au fur et à mesure.
Pour Julie? commencer, je suis un peu jalouse des applaudissements qu'Emmanuel a eus, mais bon, je vais m'en remettre. Ah! Et ça marche. Ça marche, ça marche. Alors, LG2, c'est une agence de communication, de création, et on a un mode qui est full flex, donc une politique à 100% qui est laissée à la liberté des employés et des gestionnaires. En fait, ce qu'on a vraiment fait attention, c'est de laisser la possibilité aux gestionnaires de demander à certains moments, pour certains rituels ou présentations ou rencontres, avoir ces discussions-là avec leurs employés. Et tout ça, malgré le fait que pendant la pandémie, on déménageait notre siège social dans 2 fois plus grand. Ça nous a permis de revoir complètement cet aménagement-là, de le penser pour l'ère du travail hybride. Et aujourd'hui, ces bureaux-là nous servent parce qu'ils sont attractifs, ils sont le fun à venir travailler et ils nous aident à recruter aussi. Oui, donc, Pour ta part? oui, chez Cominard, on a expérimenté avec différents modèles tout au long des 2 dernières années, évidemment en respectant là, les règles sanitaires, mais on avait fait différents retours au bureau. Et un des qu'on avait de la part de nos employés, qu'on faisait aussi au niveau de l'équipe de direction, c'est que les gens souhaitent revenir au bureau et souhaitent revoir leurs collègues. Donc, l'idée, c'est de créer un momentum et une masse critique. Et donc, nous, ce qu'on a préconisé, c'est un cadre commun. Puis, on a vraiment mis beaucoup d'efforts pour positionner tout ça dans l'intérêt collectif de se retrouver ensemble. Donc, moi, ceux qui me connaissent savent que j'ai un peu horreur du mot politique. Donc, on n'a pas mis en place une politique. C'est vraiment un cadre de travail. Et on a vraiment expliqué pourquoi on croit que la présence au bureau, elle est essentielle, plein d'égards, et pourquoi aussi on veut préconiser la flexibilité. Puis je pense que parfois ces termes-là, présence au bureau et flexibilité, sont vus comme des idées en opposition, et on a vraiment voulu positionner le tout comme des idées complémentaires. Et donc, plus concrètement, depuis le mois de septembre, on est de retour les mardis, mercredis et jeudis. Et après ça, ils se demandent pourquoi il y a plus de trafic le mardi que le lundi. Exactement. Mais c'était ce qu'on voyait, la tendance naturelle. Et donc, on a capitalisé sur cette tendance-là qui existait déjà. Et notre approche, c'est vraiment une approche en 2 volets. Partager l'espace et éviter les dogmes. Parce que malgré, disons, cette volonté-là de se retrouver à certains jours précis, on a une flexibilité là, dont, j'imagine, on va reparler là, peut-être dans les prochaines questions. Oui, puis en fait, c'est intéressant ce besoin de cadre et en même temps ce besoin de flexibilité. Et ce n'est pas toujours évident parce que dans notre cas, nous, on est au bureau lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et en fait, comment on a fait, c'est que c'est 2 jours, 2 jours. Donc lundi, mercredi, c'est le département des opérations qui est là. Mardi, jeudi, c'est vente et marketing. Mais on s'est rendu compte aussi que les 2 équipes avaient envie aussi. Alors, des fois, il n'y a personne un mardi, disons, mais tout le monde est là le mercredi, puis on est un peu plus serré, mais l'ambiance est bonne parce que tout le monde se retrouve, etc. Donc, c'est juste de trouver le moyen d'avoir tout le monde en même temps, parce que nous, on est 15, bientôt 18, parce qu'on a 3 postes d'ouverts, si ça vous intéresse. Eh bien, on n'a pas vraiment de la place pour 18 personnes assises, alors on souhaite vraiment qu'il n'y ait pas 100% des employés en même temps, sauf si c'est pour aller manger tous ensemble, etc. Mais le vendredi, je pense qu'on s'est toutes et tous mis d'accord qu'on travaille de la maison. Et honnêtement, même moi, j'apprécie ce moment où je peux travailler de la maison. Mais l'autre question que j'aurais pour vous, c'est par rapport à ce fameux équilibre vie professionnelle, vie familiale dont on nous parle tellement. On nous dit que c'est pour des raisons d'équilibre. Honnêtement, je me sens déséquilibrée personnellement quand je suis à la maison parce que je ne sais pas quand je commence et quand est-ce que je termine. Parce que je ne m'arrête pas pour manger. Parce que je finis tard le soir. Parce que je me retrouve enfermée dans... Et moi, j'ai plus d'équilibre quand je suis ici et qu'à midi, je descends manger puis que je finis au Winners. Ça me... Tu magasines aux Winners, toi? Absolument. Pas là, pas ça. Ça, c'est... Mais, absolument. Donc... On peut en parler, si vous voulez. Moi aussi.
Donc, équilibre. Est-ce vraiment un équilibre? Parce qu'on a entendu parler de problèmes de santé mentale qui ont été exacerbés par ce travail-là. Et j'entends beaucoup de oui. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Bien, si je peux me permettre, d'abord, le télétravail, c'est pas fait pour tout le monde, c'est pas fait pour tous les types d'emplois. Moi, je suis chanceux, mes enfants étaient assez vieux, alors, mais je pensais beaucoup à mes collègues de travail qui avaient des jeunes enfants, surtout dans les 2 dernières années, où avec l'école ou avec les garderies, bien, à tout moment, l'enfant revenait à la maison parce qu'il y avait quelque... pour eux, c'était pas simple. Et il y a beaucoup de jeunes qui me disent, Carl, on a assez hâte de retourner, parce que je m'ennuie, il faut que je sorte de la maison, je veux graffiner les murs, là. Toi, t'es chanceux, tu vas chez Winners, mais il y en a qui sont dans les maisons et qui ils veulent. Alors, c'est pas fait pour tout le monde. C'est pour ça que la flexibilité nous apparaît vraiment la formule, le mot le plus largement répandu. Tu as parlé de santé mentale. Aller jusqu'à tout récemment, on s'intéressait bien évidemment à la santé mentale, mais par rapport aux employés. Ce qu'on voit de plus en plus, c'est des enjeux de santé mentale, mais également avec les gestionnaires ou avec les dirigeants. Et nous sommes de plus en plus de groupes à aborder ouvertement cet enjeu-là pour être capable d'enlever, je dirais, cette étiquette que c'est pas pour moi. Alors ça, je pense que c'est important d'être attentif à cela. Et ceux qui nous demandaient récemment, on devrait finaliser, puis c'est de la formule finale qu'on a pour le télétravail pour les prochaines années, je leur dis non, attendez. Parce que ce qu'on entend également dans tous les milieux, c'est les 2 ou 3 prochaines années vont nous permettre, encore une fois, de faire des essais, des erreurs, d'avancer dans cette situation-là, d'adopter des formules qui vont correspondre aux besoins de vos organisations, mais également de vos employés. Parce qu'un des éléments, puis tu l'as mentionné d'entrée de jeu, il y a encore 250 000 postes disponibles au Québec. La situation ne s'améliorera pas avant 2032. Je ne veux pas vous... Mais celle-ci, elle est directement liée, pas à la pandémie, mais elle est directement liée à notre courbe démographique qui est plus vieille ici qu'ailleurs. Alors, on doit être très agile, très flexible. On doit être à l'écoute, attentif à ce que nos collègues de travail mentionnent. Et je dirais que s'il y a quelque chose de bien que la pandémie nous a emmené, c'est d'abord, elle nous a propulsés dans le 21e siècle. Si on avait voulu instaurer le télétravail dans un contexte normal qu'on connaît dans l'organisation du travail, jamais qu'on aurait été capable de faire ça dans un contexte normal en bas de 10 ou 15 ans. On le fait en quelques semaines. La technologie est au rendez-vous. Maintenant, comment on arrive à s'adapter à cette nouvelle réalité-là? Je pense que c'est important de le rappeler et d'être très ouvert par ce que peut apporter comme situation. Emmanuelle? Moi, je pense qu'il y a un équilibre qui est super intéressant à aller chercher. Je crois qu'en effet, de cette possibilité de travailler de la maison, de voir ses collègues aussi en personne, c'est important. Puis, tu sais, je regarde ce qui s'est passé aux États-Unis post-pandémie, qui ont appelé The Grand Resignation, puis que nous, ici au Québec, on parle du quiet quitting. Le quiet quitting, qu'est-ce que c'est? Bien, il y a un désengagement qui se fait parce que je ne vois plus mes collègues, je ne me sens pas nécessairement motivée et donc je choisis de délaisser certaines tâches qui sont nécessaires. Mais ces tâches-là, nous, en tant que dans le contexte actuel, nous, on accepte que les gens les délaissent parce qu'on a besoin de nos employés. Fait que tout ça pour dire qu'on n'aura pas le choix d'essayer de favoriser des environnements où il y a une plus belle qualité de vie entre, oui, je vais aller au bureau, oui, ça va peut-être me prendre 2 heures, me déplacer, aller-retour, mais en bout de ligne, ce que je vais en ressortir pendant cette journée ou ces 2 journées ou 3 journées au bureau, bien, c'est d'équipe et moins, justement, de devoir de sentir que j'ai envie de délaisser certaines tâches parce que j'ai plus envie de les faire. Oui, la motivation n'est peut-être pas autant au rendez-vous. Je suis tout à fait d'accord avec toi pour surfer sur ce que tu dis. Je salue Florian, notre VPRH, qui m'a bien préparé pour ce soir. Et, et il me donnait un super bon point, je trouvais. Il me disait, il va falloir qu'on apprenne à voir la productivité d'une façon différente. Parce qu'on dirait que là, la productivité, c'est des livrables, alors qu'il faut voir la productivité aussi comme je suis allée au bureau, j'ai eu de l'influence sur quelque chose, j'ai aidé quelqu'un, j'ai coaché quelqu'un. Et je pense à ton point de j'ai moins
de qualité de vie quand je suis à la maison. Effectivement, c'est vrai. Je suis comme toi. Moi, je mange pas. Puis si j'ai rien le soir, des fois, je continue et tout ça. Je pense qu'on a un travail comme individu aussi à prendre conscience de ça, puis à se regarder, puis dire, je l'ai fait ma journée, j'ai pas besoin de me rebrancher le soir. Je pense, ben oui, version, disons, plus humaine de la productivité. On dit beaucoup chez nous, chez Communard, que c'est pas juste à court terme, qu'à long terme, les bénéfices de se côtoyer sont là. La définition aussi de flexibilité, elle peut prendre différents. Moi, il n'y a pas juste une bonne réponse. Et je pense que encore là, cette opposition entre on revient au bureau, ça veut dire qu'on n'est pas flexible? Je pense que non. Donc, on essaie chez nous d'être flexible sur l'horaire d'arrivée, l'horaire de sortie, même si on préconise qu'on se retrouve au bureau mardi, mercredi, jeudi, bien, s'il y a une semaine qu'une personne ne peut pas ou pour différentes raisons, on ne prend pas les présences, là. Donc, je pense que cette notion-là de flexibilité, elle est importante. Puis pour moi, c'est aussi de penser que chacun a sa définition de flexibilité. Donc, autant certaines personnes ne trouvent pas la flexibilité en travaillant de la maison, il y en a, oui, qui la retrouvent. Donc, d'avoir ce juste équilibre-là, je pense que c'est essentiel là, dans les cultures de demain. Oui, très juste. Et nous, évidemment, à la gouvernance au féminin, notre but premier, c'est de s'assurer que les femmes puissent progresser au même rythme que les hommes. Et est-ce que ce retour en présentiel peut creuser le fossé finalement? Est-ce qu'il y a plus de femmes qui décident de rester à la maison, plus d'hommes qui décident de venir au bureau? Est-ce qu'il y aura un retour du Old Boys Club? Est-ce que les grosses décisions vont être prises sur Zoom ou est-ce qu'on va fermer le laptop et puis on va se parler entre hommes? C'est une question vraiment qui m'interpelle beaucoup. Et je ne sais pas si vous avez entendu, on a tous, je pense, et toutes entendu parler du plafond de verre, mais je ne sais pas si vous avez entendu parler du plafond Zoom. Ben ça, c'est intéressant. Le plafond Zoom, c'est justement cette notion que les femmes qui sont tout le temps sur leur Zoom pendant que les hommes et les femmes, hein, parce que je ne veux pas mettre tout le monde dans le même panier. Il y a des femmes, comme moi, qui préfèrent être au bureau, puis il y a des hommes, surtout dans la plus jeune génération, qui préfèrent être à la maison. Et ça, c'est bien correct. Je ne veux pas en faire quelque chose d'entièrement genré, mais dans les faits, on voit quand même que c'est un petit peu plus souvent les femmes qui vont faire ce choix-là. Et donc, le plafond Zoom, c'est tous les obstacles supplémentaires vont venir ralentir le cheminement de carrière de cette femme qui prend cette décision-là parce qu'elle est moins visible, parce qu'on pense moins à elle. Et en fait, ça peut peut-être nous amener à la question des biais inconscients dont on va parler. C'est le fait qu'on est tous aux prises avec les biais. Pas seulement en tant que victime, mais même on est biaisé. On est biaisé, c'est naturel. Et il y a ce qu'on appelle le biais de proximité. Alors, c'est quoi le biais de proximité? C'est que si je vois Carl régulièrement et qu'il est dans mon équipe... Tiens, je viens de t'embaucher. Il en reste juste 2 à trouver. Oui, c'est ça. Et j'ai besoin d'octroyer un projet important à quelqu'un. Je vais penser plus souvent, plus rapidement à Carl qu'à Emmanuel, que je vois moins souvent. Aussi, il va y avoir un lien de confiance qui va se développer plus facilement. Donc, quand va venir le temps de faire l'évaluation de performance de Carl et d'Emmanuel, que je vois moins, gageons que je risque d'être biaisée et que même si Emmanuel, je suis certaine qu'elle travaille plus fort que toi, Carl, eh bien, je vais être biaisée. Finalement, c'est moi qui avais engagé. Reste juste un poste. Ça va être une aubaine. Moi, c'est génial. J'ai casé 2 de mes 3 postes ce soir. Eh bien, forcément, tout ce qui est potentiel promotion, etc., risque d'aller plus. Et même si on dit clairement aux entreprises, faites attention à ça. Sensibilisez vos gestionnaires à ça. Assurez-vous que ce que l'on mesure, c'est la qualité du rendu, la qualité du travail, et non le présentiel. Ça, on le dit, on le répète. Mais ce que je veux quand même vous sensibiliser, c'est sur le fait que l'humain est ce qu'il est. Et que, voilà. Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus, sur les biais inconscients. Si je peux me permettre, d'abord, je vais vous parler de moi directement. J'avais des biais, moi, concernant le télétravail. Je viens du secteur privé. Alors, pour moi, le télétravail, ce n'était pas vraiment une option qui m'apparaissait être productive pour une organisation. J'avais même certains préjugés. Du jour au lendemain, nous avons été propulsés dans le télétravail.
j'ai commencé mon nouveau travail en télétravail. Et force est de constater que ça permet de donner des résultats. Nous, ce qu'on a fait, la façon dont on a envisagé, d'abord, lorsque notre organisation a été plongée dans le télétravail, nous étions déjà sur un plan d'action. Vous connaissez des plans d'action dans vos organisations, vous avez tous des objectifs. Alors, nous avions un plan d'action qui était construit en fonction d'une opération standard et régulière du CPQ. Propulsé dans le télétravail, à la fin de l'année, lorsqu'on a fait l'évaluation du plan d'action, on s'est rendu compte qu'on avait été performant. Donc, on avait quand même, dans le contexte du plan d'action qu'on avait prévu, dans un mode ordinaire, nous avions atteint les objectifs que nous étions fixés. Donc, il faut penser en termes d'objectifs et non en termes de livrables sur un projet en particulier. Et si on arrive à penser en termes d'objectifs, bien là, les perspectives de pénaliser un par rapport à un autre deviennent un peu moins importantes parce que ce n'est pas vraiment parce que je vois plus Emmanuel régulièrement, mais davantage par rapport aux objectifs qu'on va se fixer. Alors nous, c'est de cette façon maintenant qu'on se guide au Conseil du patronat. On s'est donné des objectifs d'équipe. Et ce qu'on a fait d'ailleurs pour notre planification, au lieu d'identifier les actions à réfléchir individuellement, on les a fait en groupe, par équipe, par département, les employés. Donc, à la fin de l'année, tout le monde est au courant de comment se portera la prochaine année, quel objectif on peut faire. Et au lieu de le faire en silo, on le fait de façon horizontale, où tous et chacun de l'organisation peuvent avoir une influence sur le résultat de l'objectif. Donc, on y va vraiment avec une vision d'objectif, et de cette façon, ça permet d'éviter d'avoir certains biais qui peuvent peut-être apporter des situations ambiguës sur certaines personnes ou certaines réalisations. Excellent, Emmanuel. Moi, je trouve ça intéressant, puis je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, Carl. Cela dit, moi, je me souviendrai toujours au début de ma carrière de gestionnaire, on avait une journée à l'extérieur de Montréal. Planification, tous les gestionnaires étaient là et j'étais la seule femme. Et fin de la journée... comme moi ce soir, le seul homme sur le panel. Écoute, quand ça arrive, c'est le fun. Et à la fin de la journée, on va souper, puis mes collègues de travail disent on va aller prendre un verre. Puis, je n'ai pas suivi. Et le lendemain, je suis arrivée pour l'autre journée stratégique et on m'a dit Emmanuel, on a pris cette décision-là. Tu n'étais pas là hier soir, c'est tout bad. Moi, ce risque-là, j'en suis. Et ce jour-là, j'ai décidé que j'allais être dans tous les 5 ans, tous les soupers. Mais ce risque-là, il est important, puis il faut en être conscient, parce que c'est vrai que la proximité, c'est ça qui fait qu'on développe des relations, qu'on développe des liens. Mais oui, c'est vrai qu'on peut mettre en place certains processus, certains objectifs, mais tu l'as dit tout à l'heure, l'humain est humain. Puis malheureusement, on tombe facilement dans ce risque-là, surtout si en effet, comme ce que nous montrent les statistiques, les femmes restent davantage à la maison et font plus de télétravail. Il y a un risque. Chez nous, les femmes reviennent plus que les hommes, mais je pense que c'est une fonction un peu aussi des métiers. Alors, il y a des métiers où il y a plus de femmes en gestion, en conseil. En création, il y a un peu plus d'hommes. En discutant, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est une fonction aussi des tâches et du rôle que tu fais. Donc, il y a des métiers où on a l'impression que les gens voient plus davantage à revenir au bureau et il y en a d'autres. Donc, est-ce que ça va créer un biais négatif pour les hommes à voir? Je me demande, pour faire du pouce encore une fois sur ce que tu dis, puis peut-être passer la parole parce que toi, tu es une spécialiste, est-ce que c'est des choses dont on pourrait discuter avec nos équipes? Alors, écoute, ce biais-là, il existe, c'est important d'avoir de l'influence, d'être présent. Est-ce que ça se discute avec des employés? Bien, non seulement ça se discute, mais il y a des formations qui se donnent. C'est d'ailleurs une initiative qu'on avait fait un peu avant la pandémie, dans toute cette optique-là de favoriser la diversité et l'inclusion. Et il y a des formations là, sur les biais inconscients. Le biais de proximité en est un, mais il y en a plusieurs. Puis ça avait été assez éclairant. Donc oui, les biais, un peu à ton point, Caroline, les biais existent et on peut les travailler, mais on ne peut pas les éliminer complètement. Moi, ce que ça me dit, c'est qu'il faut trouver le juste équilibre entre
favoriser cette flexibilité-là qui implique un peu d'autonomie de la part des employés, mais je vois un bénéfice au cadre commun. Donc, ce cadre commun-là, chez nous, il existe. Il peut exister de différentes façons chez d'autres employeurs, mais je pense que ça met un peu tout le monde dans une situation plus égale. Et disons, le danger, c'est de tomber dans un discours de « si t'es pas là, tu vas perdre ». Ça, je trouve que, tu sais, quand on tombe là-dedans, j'aime moins, mais plutôt de positionner les bénéfices de se retrouver. Hein, puis les bénéfices, là, on en parle beaucoup d'un point de vue de travail, mais est-ce qu'il y en a dans la salle qui se sont fait des amis au travail déjà dans leur vie? Levez la main. Donc, les autres, ce côté-là, on n'en parle pas assez. Relations amoureuses issues du monde du travail. Là, ils n'osent pas lever la main. On va moins oser le dire, mais quand on parle du retour au bureau, puis de cette dichotomie-là entre peut-être la volonté de flexibilité puis la volonté de revenir au bureau, parce qu'on a un choix de société aussi à faire, et les impacts sont non seulement sur notre façon de travailler ensemble, mais toutes les relations humaines qui découlent de se côtoyer, pas juste une fois par mois, mais sur une base régulière. Oui, tout à fait. Puis j'avais lu une étude récemment, une étude américaine qui disait que depuis qu'on n'a plus les work buddies qu'on avait, parce qu'il fut un temps quand tout le monde était au bureau en présentiel, forcément on a des affinités, c'est pas forcément votre collègue du bureau d'à côté, mais on a des affinités avec certaines personnes plus qu'avec d'autres, et puis on va luncher avec ces personnes-là, puis peut-être qu'on va prendre un 5 à 7, puis peut-être qu'on va présenter nos enfants le week-end, ou peu importe. Et que donc depuis la diminution de ce système de work buddy, eh ben, ça aussi, ça avait beaucoup diminué ce que les employés estimaient être une qualité de vie au travail. Donc ça, c'est une réalité. Mais l'autre point que je pense être important aussi, c'est tout le volet mentorat. En tant que mentoré, en tant que mentor, c'est-à-dire qu'il y a des... Bon, moi, j'ai passé comme 25 ans dans le monde corporatif et j'étais toujours dans les couloirs en train d'essayer de me rapprocher des sphères d'influence. Même très jeune, quand je suis arrivée au Canada, je me disais, j'y comprends rien, comment fonctionne cette compagnie, où il est le jeu politique, etc. Et c'était un petit peu ma curiosité qui faisait que les gens disaient, rentre dans cette réunion, ce qui ne serait jamais arrivé si on était sur Zoom, n'est-ce pas? Ils m'ont vu passer, ils ont dit, rentre, assieds-toi. J'ai tellement appris de gens qui n'étaient pas forcément là pour me mentorer de manière formelle, mais ça a été des opportunités. Donc, d'après vous, comment on fait pour conserver cette espèce de relation mentorale, informelle, pour s'assurer que même une conversation dans la cuisine pendant qu'on se fait notre café peut être une étape d'apprentissage? J'en profite pour plugger le programme de mentorat de la gouvernance au féminin, évidemment. Alors, on a un partenariat avec Desjardins et le 7 novembre, on fait un super cocktail chez Desjardins avec Guy Cormier qui sera mon invité, ou je suis son invité, je ne sais pas trop clair. Enfin, on s'invite mutuellement, c'est Guy et moi, on va papoter un peu sur tout ce qui est mentorat. Donc, si vous êtes, parce que je sais qu'il y a des mentorés ou d'anciennes mentorées ici, on vous attend. Si vous avez été mentor, si vous voulez être mentoré, écrivez-nous, on vous accueillera. Bref, pour revenir à ça, j'aimerais quand même réfléchir avec vous sur comment on peut s'assurer qu'un coaching d'intégration, une nouvelle personne qui se joint à l'équipe, elle fait comment pour comprendre les rouages si elle vient une fois par semaine au bureau? Il y a peut-être deux volets à ce que tu mentionnes, Carole. Le mentorat. D'abord, j'ai été privilégié, j'ai été mentor à la gouvernance au féminin. Je te rassure tout de suite, les premières discussions, c'était un peu plus froid. Mais on a vraiment créé avec Dominique cette capacité d'avoir vraiment des bons échanges. Et le virtuel n'a pas été un problème pour nous. Ça a été plus lent à démarrer. Par contre, ça nous a permis d'avoir aussi des opportunités. Parce qu'on le voit, des fois, les déplacements, ce que nous a amené le télétravail et l'utilisation des technologies, c'est une certaine capacité de faire des rencontres rapides qui correspondent à des besoins du moment, sans les inconvénients des déplacements et des enjeux reliés à un peu les agendas de tous et chacun. Donc, il y a vraiment du potentiel à ce niveau-là.
Et si je prends, par exemple, l'enjeu, je vais me prendre un autre exemple, celui de la francophonie économique que tu connais bien. La francophonie économique, nous travaillons avec ce qu'on appelle Academos, qui est une organisation québécoise spécialisée dans le mentor ou le mentorat de cadres, d'hommes d'affaires, de femmes d'affaires, avec des jeunes qui cherchent dans quel domaine à étudier. Puis on est en train, grâce à la technologie, d'exporter le modèle Academos à travers la planète. Donc, encore là, c'est probablement une formule hybride des deux qui va permettre d'aller chercher le meilleur des deux mondes. Et l'autre élément sur lequel que tu mentionnais, qui l'intégration, c'est différent. C'est différent par rapport au mentorat, mais l'intégration dans un contexte actuel, c'est assez compliqué, quoi qu'il faut être assez ingénieux. Alors, oui, il y a encore des choses à faire à ce niveau-là, mais si on adopte des formules hybrides, si on favorise le retour au travail graduel en fonction de certains enjeux, et surtout, faire que lorsque vous venez au bureau, il y a une valeur ajoutée à vous présenter au bureau, je pense que c'est de cette façon-là qu'on va continuer de s'ajuster. Ça, c'est un point très important parce qu'on entend beaucoup ça, hein, des gens qui disent si c'est pour venir au bureau, pour rester enfermé dans mon bureau, autant rester à la maison. Et puis j'en profite pour vous dire que nous aussi, à la Gouvernance au féminin, le programme de mentorat, il est maintenant international. Gracieuseté de la pandémie, justement, parce que du coup, maintenant, on a des mentors et des mentorés à New York, à Toronto, etc. Voilà, exactement. Emmanuel? En fait, moi, je trouve, il y a le formel puis il y a l'informel. Le formel, le mentorat, c'est quand même, en fait, c'est même plus facile qu'avant. Parce qu'on n'a pas besoin, ça peut se faire n'importe quand, n'importe où, puis de façon virtuelle. C'est l'informel, puis on dirait que l'odieux, maintenant, appartient aux gestionnaires de le créer, cet informel-là. Carl, quand tu parlais des bureaux, il faut des espaces de bureaux qui soient accueillants, qu'on a envie de rentrer, mais c'est aussi de créer des moments de rencontre. Nous, on a réinstauré les petits déjeuners avec la PDG. Fait que c'est max 10 personnes, on prend un café, on discute de tout et de rien. Cette notion-là, justement, de prendre un petit moment, puis qu'il n'y a pas d'agenda, puis que ça se fasse organiquement, mais formellement, parce qu'on l'a établi dans un calendrier. Fait qu'il y a une série de choses comme ça, pour moi, qui sont importantes de se dire, le mentorat, c'est pas juste pour moi de mentorer des gens à grandir dans une organisation, c'est aussi de les mentorer à apprécier leur environnement puis le travail qu'ils font. Fait que c'est ce formel-là informel pour nous sur lequel on travaille très fort actuellement. Ben oui, et nous, on fait des 4 à 6 où le vin est gratuit, alors ça facilite le retour au bureau. Mais blague à part, le choix du modèle pleinement flexible de notre côté, il est vraiment venu des attentes et des besoins de nos talents. Ceci dit, il ne veut pas dire « ne venez plus jamais au bureau ». Au contraire, on est rendu des programmeurs d'événements, là, comme vous dites. Alors, on crée plein de prétextes, de raisons pour lesquelles ils viennent au bureau. Il y a des villes où c'est plus facile. À Montréal et à Québec, ça va bien. À Toronto, à notre grande surprise, les gens, peut-être qu'ils habitent encore plus loin, le retour est difficile, il faut encore travailler plus fort. Moi, ça se résume à conversation de cadre de porte. Donc, vraiment, on parle beaucoup du mentorat informel. Et ça a une valeur. Et je pense que quand les leaders ont à cœur, justement, d'aller vers les gens, de créer cette culture-là, où est-ce qu'on travaille tous ensemble, tout le monde en bénéficie. Là. Si je peux me permettre, en parlant de cadre de porte, de discussion de porte, moi, ce que je fais souvent, quand j'ai du temps, je m'en vais sur Teams, hop, j'appelle un de mes collègues. Ça me prend un certain temps avant de voir qu'il y avait un picot rouge et il était soit occupé. Je ne le savais pas, mais j'appelais le collègue. Surprenamment, tout le monde répondait tout le temps. Puis là j'ai appris plus tard que c'est parce qu'il était en rencontre. Mais je faisais ça simplement pour prendre des nouvelles. Il n'y avait rien de prévu. Je voulais juste savoir comment ça allait. Puis est-ce que dans ta vie, ça se passe bien? Est-ce qu'il y a toutes les choses sur lesquelles on devrait? Puis ça durait 5 minutes, 10 minutes. Mais ça, je le faisais systématiquement. Là, j'essaie de le faire un peu moins quand je vois que le piton rouge est rouge. S'il est vert, je le fais un peu plus. Mais moi, personnellement, j'ai donné cette discipline-là. Autre chose que j'ai faite également, parce que
je me donnais aussi comme discipline de vider ma boîte de courriel à tous les soirs. Alors, je le faisais, je passais à travers mes courriels. S'il y avait des choses que je devais, je vais en parler demain à Arnaud. J'ai envoyé ça demain, pour discussion demain. Je n'avais pas nécessairement pris pour acquis que quand le courriel rentrait chez Arnaud, là, on calme, il écrit à 9 h à soir, ce qu'il fait là. Donc, ça engendrait un genre de stress que je ne voulais pas faire. Et là, j'ai découvert une autre fonction sur mon téléphone. On est capable d'envoyer le courriel le lendemain à 8 h. Alors, souvent, à 8 h, j'ai beaucoup de courriels qui partent le matin. Mais je me suis donné ça comme discipline. Et je pense que c'est des petits gestes comme ça qui font des fois la différence entre des cadres trop rigides ou une adaptation dans laquelle on se retrouve. J'aime ça. Je vais maintenant inviter, pour le mot de la fin, Mario Moroni, qui est président et chef de la direction de Cominard. L'inviter, est-ce que tu as un micro, Mario? 1, 2, 1, 2. Ah, voilà. Merci beaucoup. Bien, écoutez, on ne peut pas avoir une belle soirée comme on a ce soir sans remercier justement les 4 panélistes, dont Carl, Emmanuel, Julie et Sandra, qui nous ont partagé ce qu'ils vivent, eux, chacun dans leurs différents environnements. Ils essayent, comme tout le monde, de trouver le modèle qui est le plus flexible, qui répond aux besoins de tous. Ce que vous avez pu constater, quand on me pose la question quel est le modèle hybride idéal, il n'y en a pas actuellement qui répond à tous les besoins. Il y a une chose qui est certaine, par contre, c'est clair que l'être humain a besoin de se réunir comme on voit ce soir. Et ça, je vous remercie. On a Caroline Codzi, effectivement, par son animation et son leadership dans la communauté d'affaires. Elle est connue. C'est magnifique. Elle l'a mentionné en entrée de jeu. On est heureux d'avoir elle et son organisation comme locataires chez nous dans la tour numéro 2. Merci beaucoup pour ça et on va continuer. Merci à ton équipe Gouvernance Féminin, l'équipe de Cominard et l'agence événementielle pour l'organisation de ce bel événement. On a aussi les partenaires et donc, il ne faut pas oublier, on a Victor Charlebois au niveau du traiteur de l'Assommoir. Merci pour ces belles bouchées. Photographe Mélanie Crête qui continue son œuvre. Merci. Et on a eu également Clément Drolet de Ambiance Piano Prestige qui, effectivement, s'est occupé de ça. Et naturellement, on ne peut pas avoir un événement sans voir votre présence. On est plus de 150 à 200 personnes ce soir, un lundi soir, qui n'est pas le soir le plus populaire pour rentrer en ville. Merci beaucoup. C'est certain qu'on a couvert plusieurs choses ici aujourd'hui, puis comme Caroline mentionnait, on a eu encore de belles questions. On n'a pas toutes les réponses, puis on va évoluer ensemble pour essayer de découvrir comment faire. Mais j'aimerais quand même vous mentionner que je suis très, très heureux que Cominard s'est associé à la gouvernance au féminin pour cet événement ce soir. C'est en faisant qu'ensemble, collectivement, nous allons trouver des solutions pour améliorer la qualité de vie au travail et à la maison de nos employés. Je suis également fier du cheminement de Cominard en matière de diversité. Effectivement, sous le leadership de Sandra, nous avons justement 50% de nos gestionnaires qui sont féminins. Et ça, on en est très fiers. Et nous avons dans notre équipe exécutive ce qu'on me dit par rapport à la parité. Donc, on est à quelque part entre le 40 et le 60%. Et on essaye toujours de améliorer cette statistique. Parce que oui, tout à l'heure, Madame disait, on devrait mesurer. Et comme on dit toujours, ce qui se mesure, on peut améliorer. Et donc, ça, c'est extrêmement important. Moi, en tant que PDG, je considère qu'une de mes responsabilités clés, c'est justement de permettre un environnement et le développement de tous nos talents. Et ça se fait honnêtement, oui, en hybride, au bureau. Pourquoi le bureau? Je vais faire un peu de rebond sur ce qu'Emmanuel mentionnait. Nous avons des bureaux, puis je comprends le monsieur qui a posé la question, il faut redéfinir nos espaces.
mais nous, on le voit présentement, c'est des lieux de collaboration, c'est des lieux d'innovation, de créativité. Sandra vous a parlé tout à l'heure qu'on est passé à 3 jours semaine, mardi, mercredi, jeudi. Puis j'avais, moi, des collègues, PDG, personnes responsables des ressources humaines, qui me disaient, tu vas vraiment accepter que tes employés travaillent à distance le lundi et le vendredi? Oui. Tu leur donnes un long week-end à chaque semaine? Fait qu'on parlait de billets tout à l'heure. Puis on parlait aussi de faire confiance à nos gens. Et moi, je peux vous le dire, j'ai toujours, en tant que gestionnaire, fait confiance aux gens. On voyait les courriels passer, on voyait le travail qui se faisait. Puis moi, je vous le dis, je suis très, très convaincu que la pandémie nous a forcés à repenser à nos modes traditionnels. Et aujourd'hui, moi le premier, j'adore être au bureau pour faire justement le travail de collaboration, de voir mes collègues. Mais quand je travaille à distance, bien, je fais du travail de réflexion. Ça me permet d'avancer des sujets que parfois au bureau, ce n'est pas toujours évident. Fait qu'il faut s'assurer d'offrir des environnements qui sont justement en lien et en lien avec les objectifs visés. Carl le disait tout à l'heure, on a des projets, il faut faire cela pour pouvoir avancer. Je voudrais juste, puis je sais que c'est moi qui est entre vous et le cocktail, fait que je vais m'assurer d'être bref. Mais il y a 2 choses que je voudrais juste souligner. On parlait tout à l'heure de ce que nous, on a besoin comme société, comme employeur et comme employé. Mais j'aimerais quand même attirer votre attention qu'il y a un écosystème qui dépend sur l'aller et venue des travailleurs qui rentrent dans des villes. Et cet écosystème-là de commerçants locaux dépend de notre présence. Et on le voit au centre-ville présentement, si on n'a pas un retour plus soutenu, plus robuste, ça va être difficile pour ces commerces-là de même non seulement émerger de façon continue, mais on risque de vraiment voir cela. Je m'inquiète à moyen long terme, qu'est-ce que ça va donner si effectivement on n'est pas là pour supporter ça. Et un élément qu'on a touché, moi je l'ai vécu, on dit souvent que l'hybride, bien, on a le lieu du travail du bureau et le lieu du travail personnel dans le milieu familial. Et c'est important, les psychologues nous l'ont démontré, de garder une certaine séparation entre ces 2 lieux-là. Quand on était tous contraints de rester à la maison pour travailler, je suis certain que vous avez vécu la même chose que moi. À un moment donné, ces 2 lieux-là sont devenus un lieu même et unique, en créant des stresseurs et des enjeux importants. Je vous donne une petite anecdote. Je monte à l'étage où ma conjointe prend un verre d'eau entre 2 Zoom calls. Et ma conjointe, elle me fait signe, elle dit, viens voir, elle avait des échantillons de tapis et de peinture, puis on était prêts à refaire la salle à manger. Et à un moment donné, elle dit, but you didn't even look. Puis là, I don't have time right now. Puis là, je suis descendu en bas, continué à travailler ma journée. Quand je suis remonté après la journée de travail pour souper, on s'installe, et je peux vous dire qu'il y avait un sentiment assez glacial autour du repas. Et là, à un moment donné, j'ai dit, chérie, regarde, je m'excuse, j'ai vraiment mal réagi, j'aurais jamais dû réagir. I'm very sorry. Mais j'ai dit, à ma décharge, si j'étais au bureau, est-ce que tu m'aurais appelé sur un FaceTime à 2h30 pour me montrer des photos, des couleurs? Elle dit non, je n'aurais pas fait ça. Là, j'ai dit, OK, phew, je m'en suis sauvé. Mais elle dit, je te comprends, mais tout ce que je te demande, c'est que tu me parles et que tu me traites aussi bien que tu traites tes employés. Wow! Talk about a reality check. OK? Donc, quand on le dit, j'espère qu'en sortant
de cette pandémie, on est un peu plus humain. Et comme je parlais avec Sandra, je suis une personne qui croit beaucoup à la flexibilité. Puis comme on dit, on fait exprès de ne pas avoir des réunions à 9h30 le matin ou passer 16h. Mais il y a toutes sortes de petits trucs, comme Carl nous partageait. Moi aussi, je faisais l'erreur de vider mon petit corbeil. J'envoyais ça à tous les gens, puis on oublie souvent, « Oh, le PDG m'écrit ça à 9h30 un vendredi soir, il doit sûrement vouloir ça demain matin. » Ce n'est pas le cas, il faut faire attention. Puis je fais un dernier point sur ce que Madame disait tout à l'heure, le télétravail et qu'est-ce que ça fait pour les dames. Il y a une étude de Harvard MIT qui ont justement démontré que quand on est tombé en pandémie et qu'on ne voyageait plus, qu'on n'avait pas besoin de se mettre sur son 36 pour entrer au bureau, on a tous gagné 1 à 3 heures dans nos journées au tout début, jusqu'à temps qu'on a commencé à se booker des réunions dans ces plages-là. Mais ce que ça l'a fait, c'est que les hommes, avec ce temps qu'ils ont gagné, ont décidé de travailler sur des choses personnelles comme l'entraînement physique, travailler sur des projets personnels de développement. Et malheureusement, les dames, de par leur côté maternel, se sont investies davantage à prendre plus de responsabilités au niveau de la famille. Et donc, aujourd'hui, il faut juste s'assurer de ne pas créer le VIP Lounge au bureau, mais d'aussi comprendre que pour certaines d'entre elles, le retour au bureau risque d'être plus problématique et on se doit d'être compréhensible et plus flexible. Faisons confiance à nos gens, on va y arriver. Merci à tous pour votre participation et on passe au cocktail.